Euh, oui, vous avez terminé votre intervention en évoquant les mécanismes de concertation qui pourraient manquer. Moi, je voulais vous demander si vous considériez que le cadre juridique qui est relatif à la liberté d'expression et au droit de manifester est toujours adapté eu égard à de nouvelles formes de contestation que sont par exemple la question des occupations de terrains privés dans la durée. Vous avez évoqué les affaires des domiciles privés de personnes qui occupent souvent eux-mêmes de manière illicite une propriété privée. Et on voit bien les limites que le droit aujourd'hui et les procédures que cela engendre et leur rigidité peut poser. Donc je voulais savoir si vous considériez que ce cadre juridique était adapté. Deuxièmement, effectivement, au stade d'avancement de nos travaux, c'est sans doute cela qui a conduit à ce que ces pistes soient évoquées dans les questions qui vous ont été posées, même si elles ne sont pour l'instant que le fruit de réflexions qui nous ont été communiquées et en rien les propositions du rapport que je soumettrai à cette commission d'ici la fin du mois d'avril, le début du mois de mai. Mais il y a effectivement un certain nombre de sujets qui sont revenus de manière récurrente, pas d'ailleurs avec des avis convergents, et même parfois avec les hésitations de ceux qui les avançaient. J'en retiens trois sur lesquels, si vous pouvez éclairer notre opinion. Alors, vous avez déjà évoqué l'idée du régime d'interdiction individuelle. Il faut savoir que dans l'idée, telle qu'elle a pu nous être présentée, c'est calqué sur ce qui existe pour les manifestations sportives. C'était naturellement à l'endroit exclusivement de personnes qui auraient déjà fait l'objet de condamnations pour violence dans le cadre de manifestations. Et en même temps, c'est vrai qu'au-delà de la question principielle, la mise en œuvre pratique laisse dubitatif, y compris ceux qui imaginent pouvoir la proposer. Parce que, au-delà de l'obligation de pointer dans un commissariat ou à la gendarmerie, qu'est-ce qu'on fait après? Pas retenir la personne. Et si c'est une manifestation sportive, on entre ou on n'entre pas dans l'enceinte. Si c'est une manifestation de voie publique, on fait quoi? Bon, bref. Donc je relativise cette idée qui a été, mais sur laquelle nous on interroge tout le monde, tous azimuts. Euh, Également une autre piste qui a été évoquée, qui rejoint ce que vous indiquiez sur les mécanismes de concertation, ce serait l'instauration par des contraintes législatives ou réglementaires d'un dialogue préalable entre organisateurs de manifestants et les différentes institutions qui sont chargées de faire respecter l'ordre républicain. Alors le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait à la fois des organisateurs, ce qui, avec les nouvelles modalités, n'est plus toujours le cas. Identifier l'auteur d'un SMS ou d'un post sur Facebook qui appelle à se rassembler à tel ou tel moment ou à tel ou tel endroit, c'est pas aussi, même si c'est parfois pour faire un apéritif, hein, c'est pas toujours évident. En tout cas, on voulait recueillir votre sentiment là-dessus. Et le dernier point, qui sont les dispositifs d'enregistrement vidéo, à la fois dispositifs mobiles qui peuvent être mis en place par les forces de l'ordre, mais également usage de la vidéoprotection de voie publique lorsqu'elle existe. Donc on sait que ce sont des pratiques qui se développent. De votre point de vue, le rapport avantage qui est que pour les manifestants comme pour les forces de l'ordre, il y a une manière d'apprécier une réalité qui sinon est parfois parole contre parole, éventuelle amélioration de la réponse pénale en fonction de cela, et les inconvénients. Je voulais savoir quelle était votre position donc sur ces éléments. Donc un cadre juridique est-il adapté à l'évolution et en particulier au phénomène des ZAD, l'institutionnalisation du dialogue, le régime d'interdiction individuelle et les dispositifs d'enregistrement vidéo. Alors je vais passer la parole à Nathalie Niesson qui a demandé à vous interpeller.
Moi, j'ai été très intéressé par ce que vous avez. J'ai réagi tout à l'heure quand vous avez parlé du temps, parce que depuis le début de notre commission d'enquête, c'est ce qui apparaît à travers toutes les auditions auxquelles nous avons procédé, et notamment du point de vue des responsables du maintien de l'ordre, qui manifestement euh, éprouvent une difficulté à gérer ce que vous avez classé en 3 temps: le temps du maintien de l'ordre, le temps de l'occupation et le temps judiciaire. Je pense que c'est très important pour nous d'avoir cette catégorisation que vous avez réussi à systématiser depuis le début de notre commission d'enquête, parce que ce sera sans doute un des points importants que notre rapporteur soulignera sans doute dans la commission d'enquête. Et évidemment, les suggestions que vous pourriez nous faire sur la question de la médiation par rapport à ces cas précis qui s'appliquent non pas au maintien de l'ordre classique, qui ne pose pas tant de problèmes que cela, mais à des situations comme celles que l'on appelle des ZAD en milieu ouvert, qui n'a rien à voir avec le milieu urbain. Donc ce serait intéressant d'avoir le point de vue et les apports du barreau.